Bonsoir. Nous avons pensé que pour terminer, au terme de cette journée, il était intéressant de reprendre la notion de progrès et de l'examiner dans une perspective historique. Parler du rapport qu'entretient la société française au progrès est problématique à plusieurs égards. Tout d'abord, la notion même de progrès comme motif herméneutique appliqué à une société ne va pas de soi. Le progrès dont on pourrait donner comme synonyme marche en avant et comme antonyme arrêt, voire recul, est une invention qui s'ancre dans le contexte historico-culturel bien précis de la Renaissance occidentale au XVIe siècle. En effet, il suffit de penser à la conception cyclique du temps chez les anciens Grecs ou encore aux analyses de Mircea Eliade qui oppose l'homme moderne, ancré dans une temporalité linéaire, à l'homme des sociétés traditionnelles, ancré lui dans une temporalité cyclique, pour se rendre compte du point de vue occidentalo-centré de la notion de progrès, dont les corollaires immédiats sont une temporalité linéaire et une dynamique ascendante. Posé comme postulat essentiel de la modernité politique et sociale par les Lumières, puis érigé en croyance par les positivistes au XIXe siècle, la notion de progrès appliquée à la société française ne fait pourtant plus consensus dans notre société contemporaine, tant les évolutions de la société sont perçues comme problématiques ou dérangeant un ordre établi. Nous essaierons donc, dans le temps qui nous est imparti, de brosser le panorama le plus large du progrès en France depuis 5 siècles. Et pour cela, nous avons structuré notre intervention selon un cadre chronologique scandé par 3 moments que nous venons d'esquisser. Tout d'abord la Renaissance, ensuite la période 18e-19e siècle, et enfin l'époque contemporaine. Toutefois, 2 éclairages apporteront des analyses plus précises sur les changements démographiques et économiques. Et d'abord, pour mieux comprendre les bouleversements sociaux, nous avons pensé qu'il était utile de commencer par un éclairage concernant les changements démographiques tout au long de la période considérée. En effet, loin de vouloir faire un facteur explicatif total de la démographie, comme a pu l'être par exemple dans les années 1970, le structuralisme, nous pensons que la démographie peut fournir un cadre qui permettra ensuite d'appréhender de manière satisfaisante les changements ayant eu lieu dans la société française. Donc tout d'abord, il faut rappeler que la population française a considérablement augmenté depuis 5 siècles, ce qu'on peut voir sur ce graphique, et il faut aussi rappeler que cela constitue une force pour la France, à condition de ne pas adopter une grille de lecture malthusienne. On peut ainsi voir que la population française passe des 20 millions d'hommes du règne de Louis XIV, immortalisé par l'historien Pierre Goubert, à 65 millions aujourd'hui. Or, cette population plus nombreuse vit plus longtemps. En effet, lorsqu'on étudie l'évolution de l'espérance de vie à la naissance, on remarque une très forte augmentation de sa durée. Entre 1740 et 2005, l'espérance de vie passe entre 25 et 80 ans et les 2 sexes sont sur ce graphique confondus. Ces augmentations sensibles sont dues en grande partie aux améliorations de l'alimentation, des normes d'hygiène ou encore de la médecine. Nous pouvons à cet égard prendre 2 exemples. Tout d'abord, nous pouvons rappeler que la dernière épidémie de peste a eu lieu en 1720 à Marseille, immortalisée par plusieurs peintres. Nous pouvons aussi prendre un autre exemple qui nous permettra d'ailleurs d'étudier la diffusion, par exemple, d'une innovation, à savoir l'apparition du vaccin contre la variole au début du XIXe siècle, qui fait passer l'espérance de vie à la naissance à 37 ans et qui se diffuse en France tout au long du XIXe siècle et au tout début du XXe siècle pour finalement faire disparaître cette maladie et permettre ainsi de rallonger l'espérance de vie à naissance. Corrélativement, il faut aussi voir que le taux de mortalité infantile a diminué, comme on peut le voir aussi sur ce graphique. L'espérance de vie d'un nouveau-né, la chance d'un nouveau-né d'atteindre son premier anniversaire à l'époque moderne est d'1 sur 3 en raison des maladies infectieuses. Les progrès de la médecine ainsi que des conditions sanitaires au moment de l'accouchement ont permis de diminuer la proportion à un enfant pour 6 autour de 1850. Le phénomène a continué de reculer tout au long du XXe siècle.
pour finir par représenter aujourd'hui un événement rare et la plupart du temps accidentel. Les travaux de Philippe Ariès sur les représentations de la mort ont montré combien la figure de la perte d'un enfant en bas âge n'a cessé de devenir de plus en plus intolérable pour la société. Donc ces deux courbes doivent être lues simultanément, puisqu'on peut remarquer les mêmes infléchissements liés aux catastrophes ou aux guerres, et aussi les mêmes temporalités du progrès, par exemple liées au progrès de la médecine. Il ne s'agit pas de tomber dans un discours prométhéen sur la science, mais il convient d'observer que grâce au progrès de l'alimentation, représenté sur ce graphique, par exemple, avec le rendement du blé en France, les progrès dans les normes d'hygiène ou encore dans la médecine, les Français ont pu vivre plus longtemps et la plupart du temps dans de meilleures conditions. Et c'est après avoir rappelé ces changements sur le temps long qu'on peut désormais considérer les changements dans un temps plus restreint chronologiquement. Donc, entamons notre parcours chronologique. Rappelons qu'au Moyen-Âge, les hommes ne se définissaient pas comme individus, mais comme sujets, et qu'à la première personne du singulier, ils préféraient l'emploi de la première personne du pluriel. De même, le travailleur au Moyen-Âge se pense comme membre d'une corporation, faisant une fois de plus primer le groupe sur l'individu. L'avènement de l'individu, soit une vision de l'homme comme autonome et indépendant, est un processus qui débute en France avec la fin des guerres de religion. En effet, les sociétés européennes, et plus particulièrement la société française, stabilisée, entrent alors dans l'ère moderne, où la notion de progrès s'épanouit en lien avec trois idées majeures. Tout d'abord, l'idée selon laquelle l'individu doit être maître de son destin. La liberté est en effet une question centrale dans le gain de l'autonomie par les sujets. Seconde idée, celle du développement économique qui sort du modèle féodal avec l'apparition du capitalisme dans un marché devenu européen d'abord, puis mondial avec les grandes découvertes. On peut aussi noter qu'avec les grandes découvertes, les Européens découvrent d'autres sociétés et cela renforce le sentiment européen d'un progrès et d'une modernité. Enfin, troisième idée, le développement de la science qui n'aurait pas de limite. Et on peut le voir avec des découvertes scientifiques majeures comme celle d'Ambroise Paré dans le domaine de l'anatomie ou encore celle de Galilée et de Copernic. À l'avènement de l'individu, fait pendant l'émergence de l'État-nation à l'époque moderne, les analogies entre le corps et la société se multiplient, débouchant sur la conception organiciste de la société d'Ancien Régime. En France, l'affirmation progressive de l'État, d'abord avec la fin des guerres de religion, puis avec la réduction des révoltes aristocratiques, débouche au XVIIe siècle sur l'instauration d'une monarchie absolue suffisamment solide pour entreprendre la construction nationale, à la fois sur des valeurs communes à toute l'Europe et sur la compétition entre les nations en construction. Passons maintenant à notre deuxième partie qui concerne la période 18e-19e siècle. Et tout d'abord, intéressons-nous à la rupture qui a lieu au XVIIIe siècle avec la conception organiciste de la société. La littérature du siècle des Lumières, puis du XIXe siècle, depuis l'Esprit des lois de Montesquieu jusqu'à la démocratie en Amérique de Tocqueville, a mis en œuvre une réflexion française qui a abouti à penser le sujet libre, un sujet libre. Contre la société organiciste de l'Ancien Régime, les Lumières mettent en avant la tolérance, la liberté et l'égalité des individus devenus citoyens. On peut souligner ici l'importance de la tradition libérale française qui a fait évoluer la société française vers une plus grande autonomie du sujet. Ce libéralisme politique est allé de pair avec l'acquisition de droits, et en France, on peut distinguer trois générations de droits. Tout d'abord, l'acquisition de droits politiques, comme au XIXe siècle, le suffrage universel masculin, qui a été effectif pour la première fois en 1848, mais qui était déjà prévu par la Constitution de la Convention à la fin du XVIIIe siècle. Puis,
une génération de droits économiques dans le contexte d'un 19e siècle en plein essor industriel. Et enfin, les droits sociaux, dont on trouve les prémices dès le 19e siècle, comme par exemple l'instauration du divorce en 1792, abrogée à la Restauration en 1816, puis rétablie par la loi Naquet de 1884. Et d'autres droits sociaux, comme le droit de grève ou le droit d'association. Mais ces droits sociaux ne trouveront leur pleine maturité qu'au XXe siècle, et plus particulièrement après 1945. Les droits dont on vient de parler ont été acquis progressivement tout au cours d'un 19e siècle dominé par l'esprit du progrès, qui s'exprime aussi bien dans la philosophie hegelienne que dans la pensée positiviste ou encore la théorie darwinienne de l'évolution. Ce qu'il faut retenir, c'est que le lien entre l'autonomisation de l'individu et le progrès a été noué par le moment révolutionnaire. Et on peut citer ici l'intéressante analyse de l'historien Thierry Van Eekvelen, qui développe l'hypothèse que la modernité de la société se définit par une dialectique entre l'autonomisation du sujet et la coercition progressive dont ce dernier fait l'objet. On voit ainsi que des institutions d'encadrement comme la prison, l'hôpital ou l'asile, qui ont été étudiés par Michel Foucault et qui se multiplient tout au long du XIXe siècle, sont en fait des réponses à la liberté nouvelle de l'individu. Enfin, abordons notre troisième partie chronologique qui s'interroge sur la relation de notre société contemporaine au progrès. L'époque contemporaine pose la question de la dissolution du consensus autour de la notion de progrès, cette notion de progrès qui avait tant emprunt, on l'a vu, le XVIIIe et le XIXe siècle. En effet, les deux guerres mondiales, puis la tragédie de la Shoah, qui se sont faites au nom du progrès de la civilisation ou de la race, ont remis en cause l'idée même du progrès au sein des sociétés industrielles. Le doute se fait alors sur la validité de ce modèle qui a engendré la possibilité d'une destruction de notre civilisation. Et à cette désillusion du progrès vient s'ajouter une ambiguïté portant sur le gain d'autonomie croissant de l'individu, ce gain d'autonomie que nous avons considéré jusqu'ici comme la force motrice du progrès dans notre société. À l'apologie de l'individu citoyen succède une critique de la montée de l'individualisme et une critique de la dissolution des solidarités traditionnelles, qu'elles soient familiales ou villageoises. Et tout ceci met en danger à la fois le collectif et le progrès. Pourtant, ce qu'il faut constater, c'est tout de même l'accélération des changements, notamment depuis 1945, au sein de la société française. Tout d'abord en matière de droits sociaux, ces droits sociaux qui font aussi partie de la logique d'affirmation de l'individu que nous avons voulu dessiner. Aussi en matière de droits politiques, l'accession des femmes au droit de vote et l'abaissement de la majorité, ou encore dans le domaine du droit de la famille, on voit là aussi de nombreux changements, tout d'abord avec la modification du divorce, puis la création du PACS, et enfin, récemment, l'adoption du mariage pour des personnes du même sexe. Il convient donc de retenir que la société française a bien connu un progrès d'autonomisation du sujet et d'accession de l'individu à sa maturité politique et sociale. Mais on peut aussi voir que justement, il y a, à partir de l'après-Seconde Guerre mondiale, une très forte augmentation du revenu brut par habitant, représenté ici sur ce graphique. Et ça correspond à la période historique des 30 Glorieuses, période qui voit la France connaître des taux de croissance de 5% du PIB par an, et qui entraîne un très grand enrichissement de la population. On peut ici faire référence
aux travaux de Jean Fourastier, à savoir les 30 Glorieuses, qui parlent d'une révolution silencieuse et qui note qu'au sein de cette révolution silencieuse se trouve le progrès technique, véritable moteur de la croissance. Jean Fourastier note ainsi l'augmentation significative des taux d'équipement des ménages, l'augmentation du revenu par tête et du patrimoine moyen des Français. Ce graphique nous permet de voir que le progrès économique ne s'est pas arrêté au premier choc pétrolier de 1973. Les travaux de Jacques Marseille, prenant la relève de l'analyse de Jean Fourastier, ont montré que la croissance par tête s'était maintenue à des taux très honorables, dans une perspective d'histoire longue du capitalisme et notamment du capitalisme français. Les gens travaillent moins, vivent plus vieux, mais ils ont un pouvoir d'achat accru. Les entreprises françaises ont, pour certaines, réussi à s'insérer remarquablement dans le processus de mondialisation. Les gains de productivité se sont donc poursuivis, à des taux moindres certes, mais non négligeables. En réalité, le progrès économique ne s'arrête pas et transforme en profondeur les structures productives des pays capitalistes, et notamment de la France. Alfred Sauvy a démontré, en actualisant la pensée de Jean Fourastier, que le progrès peut détruire des emplois et des secteurs, mais qu'il en crée d'autres, et ce de façon continue. Le déversement des emplois d'un secteur, en raison du progrès technique, se fait au bénéfice d'un autre, permettant ainsi un gain macroéconomique à long terme indiscutable, bien qu'il puisse y avoir des blocages localement, à court et à moyen terme. Et ce constat d'un progrès économique continu rejoint dans ce qu'on appelle sur le plan de la théorie économique la destruction créatrice telle qu'elle a été énoncée par Joseph Schumpeter. Donc on voit bien que le capitalisme se nourrit de l'innovation et du changement, et il se diffuse au fur et à mesure avec comme artisan une figure à prendre au sens large, à savoir celle de l'entrepreneur. Donc après ce point sur les changements intervenus en matière d'économie, posons-nous la question plus large de savoir quelle valeur attribuer à tous les changements que nous avons mentionnés. On a de plus en plus de mal à interpréter ces changements en termes de progrès, et c'est davantage une perte de repères que l'on constate. En effet, par exemple, quand certains crient au progrès lors de l'adoption du mariage entre deux personnes du même sexe, d'autres accusent un décadentisme de la société française. Et cette dissolution autour du consensus sur la notion de progrès, qui tend à recouvrir l'idée de risque et de crainte d'un déclin, s'illustre enfin magistralement avec l'adoption en 2004, de façon constitutionnelle, du principe de précaution. Plus profondément, il faut rappeler que l'émergence des trois catégories de droits que nous avons distinguées, droits politiques d'abord, puis économiques et sociaux, et qui construisent l'individu politique et social contemporain, se sont épanouis dans le cadre de l'État-nation. Or, la mondialisation qui contourne les États à la fois par le bas, avec une société ouverte, un capitalisme universel ou encore Internet, et qui contourne les États aussi par le haut, avec l'émergence d'une société internationale, mène à une crise de ce modèle. Et je vais laisser à Jean le soin de conclure sur une note peut-être plus positive. Donc, en conclusion, nous pourrions formuler deux remarques et émettre une hypothèse. Donc, la première remarque serait que nous avons essayé de souligner que sur le temps long, il y a un certain nombre de changements, même beaucoup de changements qui ont eu lieu en France, que certains de ces changements constituent des évolutions qui ne sont pas exemples d'involution, mais qu'on peut tout de même parler de progrès dans un certain nombre de domaines que nous avons essayé succinctement d'énumérer. La deuxième remarque serait qu'aujourd'hui, cette idée de progrès ne fait plus consensus et qu'elle se heurte à une remise en cause au sein de la société française, remise en cause qui prend différents aspects et qui se manifeste de différentes manières, créant par là même des tensions. Et enfin, nous voudrions proposer peut-être en guise de conclusion une hypothèse qui permet aussi d'annoncer que cette journée, c'est à savoir qu'il faut remettre le progrès au centre
des préoccupations, et c'est un peu le sens du titre de cette intervention, à savoir les héroïsmes du progrès, à savoir qu'il y a non pas une approche théorique de cette refondation à avoir, mais aussi une approche pratique, et c'est d'ailleurs ce à quoi inviter cette journée, à savoir remettre au centre les acteurs de la société civile et leurs préoccupations, ainsi que leurs actions. Merci. Bravo. Mais restez. Bravo, c'était vraiment remarquable, très argumenté, avec de magnifiques données. On a le temps de discuter un peu. Je n'ai pas l'esprit très clair, mais je vais quand même essayer de vous poser, non pas, enfin, de vous inviter à commenter ces interrogations qu'on peut avoir en écoutant votre propos. Il y a peut-être quelque chose, vous l'avez un peu abordé, mais est-ce que vous auriez la gentillesse d'y revenir en quelques mots? Il y a une espèce d'hésitation quand on voit ces grands mouvements que vous avez décrits, d'une très grande puissance. Au fond, on se demande s'il s'agit d'une transformation purement matérielle qui entraîne le reste, une accumulation, un accroissement, parce que les hommes s'agitent, s'affairent, font des choses et que les réussissants, ils les répètent et les multiplient. Et à la fin, ça fait des courbes comme ça, mais au fond, c'est assez quantitatif. Ou bien y a-t-il là-dedans des individus, des femmes, des hommes qui cherchent dans leur activité à mieux faire, à rendre les compatriotes plus heureux ou l'humanité plus heureuse. Enfin, est-ce qu'il y a des valeurs qui sont à l'œuvre? Est-ce qu'on peut repérer des valeurs à l'œuvre? Ou bien s'agit-il d'un gain de puissance, par exemple? Même la courbe sur l'évolution de la capacité à lire peut être interprétée comme un beau progrès, parce que c'est merveilleux d'apprendre aux enfants, bien sûr, la maîtrise de la lecture, mais aussi comme un enjeu de puissance pour un État qui, grâce à la lecture, peut aussi bien ensuite administrer, légiférer et faire entrer tout un peuple dans la langue du gouvernement. Vous diriez quoi? Que c'est plutôt matériel, plutôt des valeurs à l'œuvre, ou bien vous allez me dire c'est un peu les deux? Alors, pour faire une réponse de Normand, c'est un peu les deux, mais on peut... Enfin, il y a une anecdote qui, je pense, est assez révélatrice. Actuellement, il y a un certain nombre de livres qui sortent pour critiquer les Trente Glorieuses, justement en remettant en cause ces courbes et cette croissance en fait sans fin, et par exemple en avançant l'idée que cette croissance n'aurait pas été respectueuse de l'environnement, non respectueuse aussi d'un certain nombre de droits et de préoccupations, à savoir est-ce que lire suffit, est-ce qu'il n'y a pas d'autres savoirs à transmettre? Et donc non, il y a aussi à mettre en perspective ces graphiques. Et à les faire en fait parler, mais aussi à les critiquer dans leurs limites, à savoir que oui, il y a une alternative, il y a d'autres manières d'envisager la croissance. Enfin, c'est par exemple l'IDH, mais tant d'autres indicateurs qui prennent en compte le développement sous d'autres formes. Et en fait, c'est dans une perspective de temps long, ce qui domine, c'est certes ce qu'on peut mesurer, donc les données matérielles principalement, et ce qui reste, les traces en quelque sorte. Mais maintenant, si on fait une histoire plus immédiate, bien sûr qu'il faut prendre en compte les limites de cet accroissement matériel et peut-être aller vers un accroissement qualitatif. En tout cas, c'est aussi ce qu'on peut reprocher à ces graphiques, si ça répond... Suzanne Bavarez, vous adhérez à cette explication? Ou alors, pour le dire autrement, vous avez le sentiment, parce que vous êtes historienne de l'art, enfin, en tout cas ça vous intéresse tout particulièrement, l'histoire de l'art, vous avez le sentiment, par exemple, que l'histoire de l'art peut s'expliquer par quelque chose qui a à voir avec le progrès, ou bien des transformations de... Justement, on avait pensé faire quelque chose... Oui. Enfin, faire participer l'histoire de l'art à cette présentation. Et c'est vrai que parler de progrès en art me dérangeait un peu. Donc, c'est effectivement une bonne question. Oui. Non, mais parce que
Bon, on voit bien, enfin, on voit quelques raisons pour lesquelles ça vous paraît difficile de parler en termes de progrès pour l'art. Probablement que je partage d'ailleurs ces raisons-là, si je les devine. Mais on peut avoir le sentiment qu'il y a, sinon du progrès, du moins du changement dans le domaine des conventions ou des normes ou des codes, et que dans les grandes transformations de l'histoire que vous avez résumées de façon brillante, parce qu'il s'agit d'une période immense, il y a aussi du changement qui n'est pas nécessairement lui-même pensé, ni même pensé comme un progrès. Enfin, c'est une conversation que nous avons. Mais... Oui, non, et voilà, enfin, c'était l'objet un peu de notre troisième partie, de revenir sur cette notion de progrès et effectivement de poser la question d'une refondation du progrès tel qu'on a pu le voir à l'œuvre pendant tous ces siècles. D'ailleurs, dans l'intervention, elle était déjà longue, mais il y a un nombre de thèmes réduits, c'est la démographie, avec principalement la médecine et les progrès dans l'alimentation, l'économie et les progrès, les acquis dans le domaine politique et sociaux rapidement, mais il y a plein de thèmes qui ne rentraient pas dans le cadre de cette intervention, l'histoire de l'art, mais d'autres aussi, qui sont tout simplement des changements que nous avons essayé, on a essayé de faire la différence entre progrès et changement dans le cadre d'une intervention sur le progrès. Oui, donc c'était parfait, hein. J'avais la chance de pouvoir en parler avec vous, donc merci beaucoup Suzanne Mavrez, j'enseignais pour cet exercice difficile. Je ne sais pas si l'Académie tolérerait un tel exercice. Enfin, ici, en tout cas, il a eu lieu et c'était très éclairant. Merci beaucoup.